Bonjour. Merci d'être arrivé si tôt le matin. On a décidé avec l'aîné qu'on respecterait l'horaire de départ. C'est ce qui arrive quand on donne les clés du camion à des gens du nord de l'Europe, ils commencent à l'heure. Donc bienvenue à cette session sur les aspects médico-économiques de la génétique que j'ai le plaisir de modérer. Donc je m'appelle Philippe Denonder, je suis directeur de recherche au CNRS, je suis économiste et je travaille dans le grand bâtiment de briques rouges que vous avez peut-être vu si vous êtes baladé dans Toulouse, de l'école d'économie de Toulouse, qui est plus connue avec son acronyme anglo-saxon, donc la Toulouse School of Economics, donc TSE. Je ne suis pas un spécialiste des aspects génomiques, très loin de là, comme vous allez vous en rendre compte pendant ma modération. Je suis juste un économiste public avec un intérêt depuis quelques années sur l'économie de la santé. Et au sujet de l'économie de la santé, j'ai promis que, comme j'avais le micro, je ferai la pub pour notre centre de recherche en santé au sein de TSE, le TSE Health Center, donc le centre santé. On a 6 centres thématiques au sein de TSE. Et dans le centre santé, si vous allez sur le site de TSE, vous verrez un peu le genre de recherche qu'on fait. La majorité de la recherche, c'est de la recherche académique qu'on publie dans des revues internationales. Mais la particularité de TSE, c'est qu'on a toujours eu beaucoup de contacts avec des partenaires. Et on travaille à la fois avec des partenaires publics, donc on a des contacts notamment avec l'Oncopole, ici à Toulouse, et beaucoup de partenaires privés qui vont de la petite start-up toulousaine active en génétique et oncologie, jusqu'aux grandes entreprises françaises comme une entreprise de diagnostic comme Biomérieux, et on travaille aussi pour des géants comme Pfizer. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par ce qui se fait en économie de la santé, vous pouvez aller sur le site TSE. Voilà, j'arrête avec ces publicités et je passe maintenant aux différentes présentations. Donc on aura une présentation introductive suivie par 2 présentations, une par Farah qui est ici et l'autre par Catherine Lejeune qui va nous rejoindre sur Internet. Donc la session sera grosso modo en français, sauf la présentation de l'aîné. So maybe I switch to English to present you. So Lene Sividanes will talk about the medico-economic aspects of genomic medicine. She's well, maybe if you were here yesterday, you heard her talk. So she was already presented, but for those of you who didn't show up yesterday, she is a head of research and international relations at the Danish National Genome Center. She's a political scientist by training, and she has a long track record of working with international affairs related to research and health policy, and especially with personalized medicine. So Lene, you have 20-25 minutes to present, and then after we'll have a discussion and we'll move to the other papers. Thank you. I will present how we implemented whole genome sequencing in national healthcare in Denmark, which, as I also said yesterday, is quite similar to what you did in France. And then I will discuss a bit more on the economic impact and the Danish challenges that we're facing. And this might be because we did it slightly different that you did on the economic side, because in the French initiative, you thought a lot about economic impact and how to do the evaluations even before you started. We said, okay, we'll just go all in, implement, and then we'll see how we evaluate. And that has shown to be a minor challenge, just let's say it that way. And then, of course, I will also discuss how we can improve, and the answer might be international collaboration. So, here we go. So, the background. Well, first of all, in Denmark, we have a very long history of data collection. In Denmark, Danes are used to everything is registered in registry. So all the way from the first time when you get pregnant and you go to your general practitioner, everything is put into registry. What kind of medicine did you take during your pregnancy? Did you have any, I don't know, abortions? What was your weight, your height, everything when you was born, etc., etc. So everything we do in Denmark related to healthcare goes into registries, and that's completely accepted in Denmark. And Danes trust a lot the public authorities on having all these informations. And we generally don't do informed consents and all these things apart from whole genome sequencing. And understanding this history of registry is also kind of a prerequisite to understand how the Danish National Genome Center was established, because back in 2016 we had political discussions on personalized medicine. Researchers, healthcare practitioners were pressing the political level for changing the Danish setup into more personalized medicine. And as you know, in 2016, personalized medicine was still, it was a buzzword. Everyone wanted to do personalized medicine, but no one
was really able to do it yet due to the economic constraints. So maybe we did have new ways of doing treatments, but we didn't really have the money yet, and we hadn't kind of invested in personalized medicine in healthcare. But in Denmark, the politicians said, okay, we want to invest in this, and they made a strategy for personalized medicine in 2018, and then they passed on a law on establishment of the Danish National Genome Center. And together with a private foundation called Novo Nordisk Foundation, you might have heard about the Novo Nordisk company doing medicine on obesity. The foundation said, okay, we want to invest in this together with the Danish government. So they allocated 1 billion Danish kroner, that's around 130 million euros, for implementation of whole genome sequencing in the Danish healthcare settings. And this set focus was on diagnostics. They wanted to sequence around 60,000 Danes with this amount of money and build up the entire infrastructure around whole genome sequencing in a national setting. In 2021, we had a big democratic process where we decided which patients should benefit from this setup. So all patient organization, medical organization, experts within the field could suggest different patient groups that should benefit from this. And then everything was evaluated, and in the end we decided on 17 different patient groups that should benefit from this. And we started implementing in 2022. So we had all these patient groups onboarded in 22 and 23, and we now have 17 different patient groups who across Denmark receive the same offer. If they fulfill the inclusion criteria, they get an offer to do whole genome sequencing as part of the national healthcare system. When they get this offer, they sign an informed consent, and this data then goes directly into the National Genome Database in Denmark. So the data from healthcare goes to the genome database, and then this data can be accessed for research afterwards. The patients can actually not say they don't want to sign the consent, because then they won't get the whole genome sequencing done in the healthcare system. But after getting the result from the sequencing, they can opt out for the National Genome Database. And then the data will not be used for research, but the data will stay in the genome database. Okay, I showed you this slide yesterday also, but I'll just recap shortly. So the core task of the National Genome Center is then to coordinate the implementation of whole genome sequencing in the healthcare settings. It's to collect the data and then make it accessible for both clinicians and researchers. Then we run this big supercomputer and all the infrastructure around it. And this is important to understand also when we talk about the EHGS and the GGI, etc., because this supercomputer will be the place where we can make data connected with other data sources around Denmark and internationally. And then last but not least, we promote personalized medicine in Denmark and assist the minister in everything related to personalized medicine. And as I also said yesterday, it's a top-down initiative. It was decided at the political level how to do this, and it was also the minister and the ministry who said, okay, we want to do this, we need the regions to collaborate with us. So in Denmark, healthcare system is driven by the regions. They're in charge of all the hospitals, and they normally just get some kind of block operation money, and then they decide themselves how to run healthcare in the regions. We have 5 regions in Denmark, and then there are of course some guidelines from the national level that say you have to do this and this as a minimum offer to the patients, but then the rest is to be decided by the regions. But this time we said, okay, we want to do it differently. We want to make sure that the healthcare is, when it comes to whole genome sequencing, is equal across the country. So we want to make sure that it's not only patients in the capital region who gets this offer, it should also go to the southern Denmark or the northern Denmark. And this is why it was all put into this National Genome Center. So in the Genome Center, we need to work across these 2 levels. And this is just to show you how the tests travel through the system. So the clinician talked to the patient,
and offer the whole genome sequencing if the patient says yes and do the informed consent. Then the sample is taken by the clinician and sent to 2 sequencing sites. So just as in France, we have 2 places across Denmark where we do the sequencing. The sequencing is run, it's put directly into the computer through the pipelines, and then the result gets out to the right, where the interpretation is done in the clinical settings, and the answer is given to the patient. But then when the data came from the pipeline into the supercomputer, it's put directly into the genome database, and it can then be accessed by the researchers right away if they fulfill the criteria. And it's important to say that, of course, you need to have an ethical approval to get access to the data. You access the data in a secure research environment. And the data can never leave the National Genome Center. So you can take out the results of your research, but you're not allowed to take out any kind of data. And we have a long process to test everything or to check everything that you take out of the system. And this is also quite key to understand when we look into international collaboration, because the data can never leave the National Genome Center, but we are allowed to do international collaboration, where we in a federated way send out algorithm, do the analysis locally, and take out the results and pool them at some infrastructure outside Denmark. These are the 17 patients group that currently gets whole genome sequencing offered as part of the national healthcare system in Denmark. I'm not going to go into the different groups, but as you see, it's mainly rare, or it is only rare diseases and cancer, just as you have it in France. And I think it's quite overlapping. It's more or less the same patient groups, both in France, in the UK, in Denmark, and most likely also in other countries, slowly starting to do whole genome sequencing as a national offer. Okay, so we've been doing this implementation now for 3 years. And we have a lot of clinical experience, and we think at the National Genome Center that it's working quite well. We have established a really nice collaboration with the regions, but of course there are also some challenges, and we needed to do some kind of evaluation. So what we've done is we call it kind of a baby step evaluation, because we couldn't find resources to dig into all the patient health records. I mean, the best thing would obviously have been to look into all 30,000 patients that have gotten a whole genome sequencing done now. But we haven't had the resources to find all the data and look also into the track records, and there might also be other challenges, such as, this is only 1 or 2 years we've been doing this, so we don't have a lot of results on, the future of the patients. But what we did was to look into the setup as it is now, and we did a lot of qualitative interviews. We talked to both patients and clinicians, and the outcome is that it's quite well received in the regions, because it's now the same offer that patients are facing all over Denmark. Before, it was more likely, the clinicians who said, okay, I would like to do array, I would like to do exomes, oh, I don't think it's genetics, I won't do anything. So the offer to the patients was very different before we established this offer, or the National Genome Center. And the patients are also getting a faster and more accurate diagnosis. So we have been focusing mainly on diagnosis and not so much on prevention. So this is also where this is very different from what we heard from Estonia yesterday. So the patients get faster results. However, on the challenge side, there's also in some patient groups an increased response times due to lack of experts out there. We don't have so many interpreters, we don't have so many geneticists, so we really need more personnel on this, and hopefully also AI or something in the future. For the patient, it's been quite meaningful to get those diagnoses. Many patients have been waiting for years without having a diagnosis, and they feel that it's extremely helpful to get a label and being able both to tell their surroundings, their family, this is why I have these difficulties, but also in order to get the help that they need from the welfare state, that it's really helpful to get the diagnosis. And this has definitely been one of the biggest success, at least within rare diseases. And of course, on the cancer side, also patients being able to talk to their families if it's genetic
caused cancer they're facing. And I think also on the collaboration side, the regions, the clinicians have started to talk across the regions. Before it was extremely siloed, so the regions wouldn't really talk together, even though they had the same specialties, and even though Denmark is a very small country, you're only 5.6 million people, but still we had 5 regions and people only speaking to colleagues within the regions. Then on the challenges side, I always said we have a shortage of interpreters and clinicians. The response time in some areas is slightly longer than before due to the lack of interpreters and clinicians. And then we've had a lot of logistic challenges because it's 2 laboratories and it's 5 regions, and I think you have had the same in France. I'm not going to go into those details either. And then, of course, the clinicians are actually complaining about the consent. So we discussed consents already yesterday. This is really important to make sure that the patients, they feel that they are included, they feel that this is ethically correct, and they know what they're consenting to. But then the clinicians say, okay, yes, we understand that, but it's also extremely time-consuming because they have to sit down, talk to the patients, and it steals their time. So it's kind of a hard balance to figure out how to make sure that we do patient and citizen engagement, maybe even before they come to the point where they have to, talk to the clinician and get the informed consent. Because if they had more knowledge about this, maybe it would be easier also to take this talk. Okay, so the economic impact and the challenges that we're facing in Denmark. So as I said in the beginning, we didn't do a lot of models before we started. We just said, okay, we have this 1 billion Danish kroner, a lot of money. We can kickstart this, get this going, and then we can see, what difference does it really make. And right now, this national money or this private foundation money given to the national level is running out. So we have done most of the sequencing now, most of the patients paid by the Novo Nordisk Foundation. This will, move into the normal regional budget. So the regions now have to decide how this will be prioritized within the national healthcare system. Of course, as I guess it's the same in France, the healthcare system is under a lot of pressure. There's so many different patient groups who need treatment, new medicine, etc., etc. So we are a bit worried from the national level that now that the regions have to take the decisions on prioritization, this might, slightly change away from whole genome sequencing, and they might, go back to arrays or whatever. And this is, of course, a major challenge that would benefit from economic impact analysis, because if we can come to the clinicians or to the hospital directors and say, this is the cost of a whole genome sequencing, this is the cost of the array, and if you do this, you'll have the data later on, etc. So this might, make them stick to whole genome sequencing and make sure that this data is there forever. Because if you do whole genome sequencing, the data goes into National Genome Database, and the patient or the clinician can access the data again and again and again if they get another problem in the future. And then, of course, the regions are fighting for the government to allocate budget for this. They think that this is a national project. They think that we only just got started. We should actually continue with this offer paid by the national level. So these negotiations are going on right now. We just landed an agreement for 24 and 25, but as we also heard from Frederik yesterday, we still need the major kind of budget for after 25, and we need to make sure that we will land a good deal that can actually make life easier for the patients. Then on the evaluation side, well, we don't really have a tradition for doing evaluations on genetic tests in Denmark, so it's been the regions being in charge before, and the clinicians decided themselves if they should go for arrays, exomes, etc., or even in capital region for whole genome sequencing. But they didn't really evaluate, they just looked into kind of, their feeling or maybe minor research project looking into what the patients would benefit from the most.
So this is also a major challenge, that we don't have any traditions to do this. And then we really don't know how to evaluate the economic effect when it comes to whole genome sequencing. It's really hard to have some kind of universal model where you actually know exactly what things to include. The models that I've seen so far are very kind of narrow focused on if it's cheaper to do exomes or genomes. And these analyses have been done in Denmark, and it has shown that at least for the labs, it's so much cheaper to do the whole genomes now, because they have to change every time they do exomes and they get tests in from different departments. But if you look at the, a little bit longer term, then we don't really have any results yet, because no one knows exactly, what difference it makes for the patients in the longer run. And we don't include all the data. So when we have the pipeline output and we give a diagnostic to the patient, we could actually also do prevention, because we have all the data we need to start doing prevention as well. So we don't actually take advantage of the data yet. So it's really, really hard to do those economic analysis as it is now. And yes, I kind of said this already. We don't have this tradition, and it's actually the regions who have been in charge for doing HTAs within the healthcare sector in Denmark, because they're in charge of the healthcare system. But what happened just 4 months ago, I think, is that the body for doing HTAs in Denmark was actually closed down. So now it's kind of back to the research. We had a regional body, but now it's again researchers who are supposed to do this work, and hopefully at some point together with the national level. But we don't really have a setup for this as it is right now. And as the Danish National Genome Center, we would really pushing for this to get going, because we need to have argumentation in place if we want to allocate a budget. But then again, I mean, I would really have loved us to include all these models and this research that was included in France on economic impact before you started. But then again, I mean, it's extremely expensive and resource intensive to do this organization of workflows that we've been doing when we've turned everything into more personalized treatment and into whole genome sequencing. So it has taken more resources now in this transition period than before. And it's also this national project, becoming a regional project now, a regional operation at least. So we're also considering if it actually makes sense to do this economic impact analysis right now, because this is a transition period. It will definitely be more expensive now than in the future. So maybe it's actually quite smart to wait a couple of years and then do the analysis, because otherwise the output might not be the output that we would like to see. So it really takes time to see the real effect and make sure that we actually get the right numbers. Others would of course argue that we're just trying to do this in the way that's convenient for us. But we think it's really important to make sure that we get the right input. So and then on the other side, it's also important to state that this is not only about economy, and this is what I kind of put below in my slides. I think it's really important to understand that we need to take a more holistic and interdisciplinary approach to this, because if the patients really benefit for this, then it's maybe not so important how much it costs, but it's more important to look into the benefit for the patient. So the diagnosis that they have been looking for maybe 3, 4, 5, 6, 7 years, the families, they get some security about the future. And then, of course, it's really important to look into all these aspects that we've been discussing yesterday, and we will discuss later on today as well. So it's not only about economy, but also about the welfare, the ethics, the legal issues around the patients. And what do we need now if we want to do these analyses? If we want to have some kind of evidence for the economic impact of whole genome sequencing? Well, first of all, we need access to the data. And as I told you in the beginning, we have this, you saw this person with all the data in Denmark. So we have all the data in Denmark, but we need to access the data. And we have the legislation, we can actually access the data, but we need manpower. It's extremely time-consuming to dig into patient records and look into the deceased codes, look into what happened with them after getting the diagnosis. Even, looking into 5 years later, socioeconomic level. I mean, did they maybe return to work, or did they get
public what you call retirement money because they couldn't get back to work, or I mean, did they actually die from the disease, or did they get a specific medicine, and how much was the price of the medicine, etc., etc. So it's really, really difficult to get access to all the data that we need. So we need manpower, a major research project with a lot of PhD students or research assistants digging into all this data. We need to decide on what level we want to do this. Is it short-term? Is it long-term? Is it micro? Is it macro? Maybe our economist here will help us afterwards as well. But I think it's really hard to decide how much to include, because I mean, we would like to include everything, and if you just look into the very kind of limited knowledge we have right now and just look into is it cheaper to exomes or whole genome sequencing, then we already have the answer, and that's not so interesting. The interesting part is more on what difference does it make for the patients, and how can we allocate resources at the hospitals at the smartest way, so to say. And then, of course, the models. I mean, I haven't found any models yet. I've talked to a lot of specialists, and there is a lot of research projects going on, but it would be really nice, and I'm simplifying now, but to have a very universal, standardized model where you just put in the data on one side and then you get the result out on the other side. I really hope that we'll be able to develop some kind of models in the future that are quite standardized and that the hospitals can actually use, and then we can do kind of these political decisions and allocate budget as it is needed. And then, of course, it's not good enough that we do our work in Denmark, you do your work in France, and they do their work in UK, etc. We need to work together on this. And this leads me to the last part of my presentation, the international collaboration, because I think international collaboration can actually pave the way for smarter decisions within the healthcare system and budget allocation when it comes to personalized medicine. And there's no doubt that all countries would like to switch into personalized medicine at some point, but of course, if the budget isn't there, then it will never happen. And if the argumentation isn't there, it will never happen. So we really need to work together on this at the international level. We need to evaluate and do establish clinical evidence and identify economic models that can actually be used to do this evaluation that we need. I think the clinical evidence is also a big challenge as it is right now, because we've only been doing whole genome sequencing for a very short time in all the countries we've talked about today, in France and UK, etc. So I think we need to look a bit more into the future and do the evaluations and have decided which patient groups actually benefit from this, because we have, as I said, 17 groups in Denmark, and there's no doubt that some of them it doesn't really make a difference to do whole genome sequencing, and then we shouldn't do whole genome sequencing, of course. And then there's also at the entire European level a very heavy health policy agenda. So all the healthcare systems are under extreme pressure, and we need to make sure that we use the money in the smartest way possible, and that it's actually the patients benefiting from this. So we need to work together. And in Denmark, we have approached both France and UK, and we have this collaboration agreement that was also talked about yesterday by Ines and Frederic. And we think it's really important that we discuss these issues together, but also at the European level, because as our three countries, we do have some kind of obligation to show the evidence for the rest of the countries in Europe, because other countries haven't implemented in the healthcare system, and they're looking for evidence. I mean, they will not change the way they're doing, they're working within oncology and genetics and rare diseases if they don't have evidence. So we have an obligation to develop this evidence together. And within the 1+ million genomes project that was presented by Ines yesterday, and we also heard it when we talked about the European Health Data Space, we have applied for some funding in a project called Beyond 1 Million Genomes Plus, where France is leading this implementation of personalized medicine or whole genomes in healthcare, and Denmark is leading the work on economic models. So we are asking a lot of questions, and we hope to be able to work together with European countries and do some kind of
preparation of development of real models. So we'll do some mapping exercise looking into all the research done around the world within these use cases. There's a lot of use cases. You have some really nice cases in France already, and try to map them, get knowledge out of all these cases, and do some kind of initial pilot model where we can do small evaluations, like the ones I just said on whole genomes and exomes, etc., and also on a bigger level. And then hopefully, with all this data and all these experts together, we'll be able to scope a big project that at some point in the future might be funded by the European Commission, so that we can really develop models and make sure we get this economic evidence across Europe, and of course also in collaboration with countries outside Europe. But I think the case in Europe is very special because we have these national healthcare systems, and they are quite similar across Europe. I think it's really important that we do this together. And in general, this is my last slide, if you're getting tired. In general, I think it's really important to increase the acceptance of the need for health economics and genomics. So I think, at least in Denmark, what we see is that there's a tendency that we haven't been doing this before, so it's not really necessary. I mean, as clinicians, we can take the right decisions, but I mean, clinicians will not get the opportunity to offer whole genome sequencing to the patients if the hospital director doesn't know that this is actually affordable. So it's really important for us to do this and make sure there's an acceptance around the system, that this is doable and necessary. And also the collaboration across Europe, as I just said, we really need to do this together. And we need to do this not only across Europe, but also across disciplines. So having these meetings as today is very important, because it's not only economists, it's not only geneticists. We need to do include all kind of aspects in these evaluations. And then, of course, standardized data. If we don't standardize, it's really hard to share data across Europe. And also the methods that we use, we need to standardize them and make sure that we have some models that can be adapted to the national levels and used. And then, of course, access to the data. This is a huge issue because it's really hard to do this without the data, and it's extremely time-consuming to collect the data. So maybe with the European Health Data Space, it will actually be easier to do this. Yes, I think these were my words today. Thank you. Thank you very much. So maybe we can take a first round of questions from the floor, and then we'll have a general discussion after the three presentations. So Lene can take your questions in English, in Spanish, in Danish, in French, and in German, if I remember correctly. I think it's not a good idea to do it in French or German. Portuguese, okay. Maybe, that's okay. Okay. Donc, en français, en anglais, et puis on traduira si nécessaire. Yeah. Question? Thank you very much. I have a question about the consent, and among the challenges, you say that there was this, the time taken to get the consent. So my question is, you also ask, or the clinicians also ask consent for exome sequencing, and as well as whole genome. And do they make a difference between the time necessary between these two kind of tests? No, I think it goes for everything around genetics. I think that the challenge here is that we don't have a tradition of doing consents in Denmark. It's a new thing. It's just been, you just do your test, and that's within healthcare, so that's fine. So now they have to do the consents, and it's not that the clinicians disagree, not at all. They completely agree. They're just telling us, this is good, and we want to do these discussions with the patients, but it takes a really long time. So it in a way, it steals time from other patients because they can see less patients in a day. So it's definitely not because the clinicians disagree at all. They're just trying to raise the issue that if they do the consents, these conversations take quite a long time. And also, apart from the consents, doing whole genome sequencing, we only look for exactly what the clinicians ask the interpreters to look for, but there's always secondary, not always, but there might be secondary findings anyway, and then of course the system has to react on those secondary findings, and that's also time consuming and expensive. So I have
I have a follow-up question. So talking with pharmaceutical companies in Europe, they complain very often that with RGPD and European regulations, you have to ask consent each time you use the data. And so it's very time-consuming and complicated. So how do you manage to do this in Denmark? Can you just ask consent once for the data to be there and then be exploited for whatever purposes? Or do you have to renew the consent each time? Yes, so I think the consent in Denmark, when you sign the consent, you actually agree to having your data used for research, as I said, and you don't specify, so you just say it can be used for research within personalized medicine. That's it. And personalized medicine is an extremely broad term. So when the data is in the genome database, then researchers, it has to be a Danish organization. The PI has to be working in a Danish university. They can apply for access. They can work together with pharmaceutical companies, but it has to be a researcher applying for access. And then they can use if the system in Denmark approves it, they can access the data and use it for the purpose that they think that it has been approved as personalized medicine. But as I think also, as Ivana said yesterday, it's been really important to have the citizen trust, and I mean, this is also why the pharmaceutical companies access the data themselves. It's a bit funny, this microphone. Okay, they can. Okay. So it's really important also for the patients, for the citizens, that this data is used to something as close as possible to their own kind of disease. So if they were sequenced for mama cancer, I mean, all patients basically would agree that this data can be used for research within mama cancer. Most patients would say this is fine to use for cancer research. A lot of patients would say this is fine to use for all kind of personalized medicine. So the further away, but if then you say, okay, companies will access this data, use it to develop new personalized medicine, and companies do develop personalized medicine as well, then a lot of patients will say, we don't really want the companies to use our data. Merci pour la présentation. Du coup, je suis Aurélie Bérard, je suis conseillère en génétique et chargée de parcours génomique sur Rouen. Je voulais savoir, est-ce que... Ah, pardon. Je voulais savoir si vous aviez aussi des conseillers en génétique et si l'État avait développé des financements pour des assistants de prescription anciennement chargés de parcours génomique pour réduire peut-être l'inéquité au niveau du territoire pour qu'il y ait un peu plus de représentants de partout et puis pour l'explication des patients et voilà que ça réduise un peu les délais de consultation des médecins et puis qu'ils aient accès du coup à toute l'information nécessaire. Yeah. So if I understand this correctly, this project with the 1 billion Danish kroner, 130 million euros financed by the Novo Nordisk Foundation, was a project where they financed the building of the infrastructure and the new sequencing machines and building up everything around that. And then the regions agreed to put in kind a bit over 100 million euros as well, and in kind is as in time. So all the clinicians, all the geneticists, all the interpreters, all the bioinformaticians, everyone in the regions working on this have been allocated to do this. But then the system in Denmark functions as a block financing. So it's like the hospital director saying you need to spend 25% of your time on this, and sometimes what happens is that, as we all know, I guess, no, they don't take away any other work from you, so it's an extra work on you. So it's not that you got bought to do or paid to do a specific thing. You were just told to do this and prioritize your time differently. Did it answer the question? Okay. Can I come back to this question? In the French plan, there has been at the time the creation of specific positions or functions, assistant of prescriptions, and they help at the moment of consent, guiding the patient, giving information. So I think that the question, in addition to what you already said, is are there these specific functions that has been created because of the plan in your case? No.
I think in Denmark we implemented new health records, and the clinicians have to use a lot of time lately, so they have to sit and click and click and click and click and put a lot of information in there, which would just maybe 20 years ago have been made by a nurse. So the medical doctors have got a lot of administrative work put on their shoulders, and I'm very convinced that this initiative have given them even more administrative work, unfortunately. There is a question online coming from Catherine Bungarts from Kiagen, the company. Thank you for this nice presentation. What is considered data with regard to storage needs? FASTQ files, BAM files, VCF. So that's quite technical. Yeah, no, I can answer the question, even though I'm a political scientist. Yes, yes. So what we have been storing so far has been FASTQ files. So this is the raw data coming out from the machines. And this is extremely big files, so it's very space consuming. And we have just decided some months ago to now move into only storing what we call pipeline output. So it's the VCF, it's the BAM file that we will be storing in the future. And this is because it's the regions who have to pay for the storage in the future. And it's very expensive for them if they have to pay for the FASTQ files. And we've also talked to researchers, and of course some researchers would like to see the FASTQ files in the research projects, but most researchers only use the VCF and the BAM file or the lossless files. So we will move into only storing pipeline outcome in the future because it's cheaper, and you can always work your way back to the FASTQ files, but then the projects would have to pay for that themselves. So I propose we move to the next speaker and then we'll have another round of interactions. Retour au français. Donc la prochaine présentation se fera à distance par Catherine Lejeune. Et donc je vais profiter du temps de connexion pour présenter très brièvement Catherine, qui est une économiste de la santé et de formation et qui est professeure des universités à l'UFR des sciences de la santé de Dijon, l'université de Bourgogne. Et elle exerce son activité de recherche à la fois au centre de recherche de l'INSERM et au centre d'investigation clinique du CHU Dijon-Bourgogne. Et donc sa recherche est caractérisée par la multidisciplinarité. Bonjour Catherine. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à ce congrès extrêmement intéressant. Donc moi, j'ai le plaisir de vous présenter l'étude DISSEC pour analyse coût-efficacité du séquençage de l'exome chez les patients atteints de déficience intellectuelle. Donc la déficience intellectuelle, c'est une qu'on va appeler DI ou ID en anglais, c'est une affection neurodéveloppementale qui apparaît avant l'âge adulte et qui renvoie à des difficultés en termes d'acquisition de comportement et d'apprentissage. C'est un enjeu important de santé publique parce qu'elle touche 1 à 3% de la population générale. Alors, les causes environnementales et non génétiques de type prématurité, anoxie ou infection expliquent 15 à 20% des cas. Les autres étiologies sont génétiques, mais pour 50% des patients, la cause demeure inexpliquée, ce qui va inscrire ces patients et leurs familles dans une errance diagnostique longue et éprouvante et un parcours diagnostique et de soins souvent très complexes. Alors, en plus de l'expertise clinique qui demeure évidemment essentielle, l'approche diagnostique et la démarche diagnostique a longtemps reposé sur l'analyse chromosomique sur puce à ADN, l'ACPA, la recherche du syndrome de l'X fragile et l'analyse de gènes ciblés. Comme vous le savez, au début des années 2000 apparaissent les techniques de séquençage haut débit qui vont permettre l'analyse de grands panels de gènes comme le DI459 qui comprend 459 gènes susceptibles d'être impliqués dans l'ADI, mais également l'analyse de l'exome qui représente 1% de la partie codante du génome. Ces techniques de séquençage haut débit, elles sont associées à des enjeux sociétaux majeurs avec l'espoir pour les familles et les patients de voir s'améliorer le rendement diagnostique, de voir peut-être se modifier la prise en charge et d'avoir un accès accru aux conseils génétiques. Et puis concernant l'exome, il y a un enjeu économique particulier parce qu'en France, en fait, il n'y a pas de tarification ni de données d'efficience, notamment comparativement au DI 459. Et c'est donc dans ce cadre que le projet DISSEC, qui a été financé par PRME, donc
pour programme de recherche médico-économique en 2015 a été coordonné par le professeur Christelle Thauvin de l'équipe GADINSERM 1231 à Dijon. Donc, DISEC, c'est une étude médico-économique. Les études médico-économiques, ce sont donc des études qui vont permettre de comparer des stratégies alternatives en santé sur la base de leurs coûts comme de leurs résultats. En France, ces études ont une valeur informationnelle, donc elles vont être utiles pour la communauté médicale et scientifique, mais surtout pour les décideurs et les financeurs publics, parce qu'elles peuvent permettre d'une part d'identifier dans chacune des stratégies que l'on compare les postes de dépenses les plus importants. Elles peuvent permettre également d'aider à la tarification parce qu'on a souvent des estimations très fines du coût de certains actes et surtout, ces études vont permettre d'estimer le surcoût considéré potentiellement comme acceptable pour gagner en efficacité grâce au calcul d'un ratio d'efficience qu'on appelle en anglais l'Incremental Cost Effectiveness Ratio ou ICER et qui consiste à faire le rapport entre le différentiel de coût et le différentiel de résultats des stratégies que l'on compare. Donc, DISEC, c'est une étude médico-économique prospective multicentrique dans laquelle les patients sont leurs propres témoins sur le plan diagnostique. Donc, 3 stratégies ont été comparées. La stratégie de référence composée de l'ACPA, de la recherche du syndrome de l'X fragile et de l'analyse de gènes ciblés, et 2 stratégies innovantes. La première composée donc de l'ACPA, de la recherche du syndrome de l'X fragile et du DI 459, et la deuxième composée du syndrome de l'X fragile et de l'exome. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans cette étude, c'est que tous les patients ont eu l'ensemble de ces analyses avec une analyse en aveugle du DI 459 et de l'exome. Ces patients pouvaient être soit des enfants, soit des adultes atteints de DI, quelle que soit son importance, avec une absence de diagnostic clinique évident, n'ayant jamais bénéficié d'investigation génétique auparavant, et le prélèvement sanguin devait être possible en plus du patient chez les 2 parents. Au total, 330 patients devaient être inclus dans 11 centres. Sur le plan médico-économique, donc c'est une étude de type coût-efficacité qui a été réalisée. L'efficience a été exprimée en termes de coût par diagnostic positif supplémentaire posé. Et donc un diagnostic positif, c'est-à-dire à l'origine de l'ADI, était défini soit par l'identification d'un variant de classe 4, c'est-à-dire probablement pathogène, ou de classe 5, c'est-à-dire clairement pathogène, soit concernant l'ACPA, par l'identification d'un CNV pathogène, c'est-à-dire d'une variation structurelle causale pouvant expliquer le phénotype du patient. Le point de vue de l'étude a été celui du système de santé, ce qui veut dire qu'on a intégré dans l'étude uniquement les coûts directs médicaux qui ont été estimés le plus possible, et j'y reviendrai, à partir des coûts de production et sinon à partir des tarifs en vigueur. L'horizon temporel correspondait au suivi diagnostique du patient, c'est-à-dire du prélèvement sanguin jusqu'au dernier acte confirmatoire réalisé après le rendu des résultats par le généticien au patient. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail des coûts, le coût de l'X fragile, de l'ACPA et des gènes ciblés ont été estimés à partir donc, du tableau national de biologie, qui est une nomenclature de l'assurance maladie, et à partir de ce qu'on appelle le référentiel des actes innovants hors nomenclature, qui est un dispositif de soutien aux innovations en France. Le coût de l'exome et du DI 459, j'y reviendrai, ont été estimés à partir du microcosting. Et concernant le coût des consultations et des actes médico-techniques complémentaires à visée diagnostique, c'est-à-dire la biologie et l'imagerie qui pouvaient être réalisés avant le retour des résultats, et concernant le coût des actes médico-techniques confirmatoires, c'est-à-dire toutes les biologies et imageries qui pouvaient être réalisées après le rendu des résultats aux patients, on s'est en fait appuyé sur le déclaratif des médecins investigateurs. Donc en fait, on a demandé aux médecins investigateurs dans le cahier d'observation d'indiquer pour chacune des 3 stratégies prises indépendamment les unes des autres, les actes qu'ils jugeaient pertinents de réaliser. Dans l'analyse, on a uniquement intégré les actes qui avaient été envisagés, prescrits et réalisés, et on les a valorisés avec les différentes nomenclatures de l'assurance maladie et l'échelle nationale des coûts, qui est une enquête des coûts d'hospitalisation à partir de coûts de production.
Concernant le microcosting en tant que tel, donc c'est une méthode qu'on utilise en économie de la santé pour estimer le coût de production d'une procédure médicale et généralement dans le domaine de l'innovation. Donc ce microcosting, il a couvert les 5 étapes de l'analyse, à savoir la préparation de l'étape préanalytique qui a consisté à envoyer les tubes vides dans le laboratoire de biologie situé à Dijon. Donc la phase préanalytique consistant notamment à l'extraction de l'ADN et les contrôles qualité. Ensuite, l'étape analytique réalisée au CNRGH, qui est le Centre national de recherche sur le génome humain, qui a compris notamment la phase de séquençage et la phase bioinformatique primaire. La phase bioinformatique en tant que telle, avec l'analyse des séquences et la création des filtres, a été réalisée à Strasbourg pour le DI 459 et à Dijon pour l'exome. Et puis la phase biologique et clinique, concernant l'interprétation, a été réalisée également à Strasbourg et à Dijon. Il y a eu des RCP, donc des réunions de concertation pluridisciplinaires communes, et la rédaction du rapport. Pour chacune de ces 5 étapes, on a construit des grilles de recueil pour collecter toutes les ressources, temps de personnel, petits matériel, équipement. Ces grilles ont été construites à partir d'observations sur site ou à partir du déclaratif des professionnels dans les laboratoires et ont été valorisées à partir des données de comptabilité analytique ou des grilles salariales en vigueur. Donc, le coût unitaire de l'exome a été estimé à 2019 €. 51% de ce coût est associé à des dépenses de personnel, 27% à des dépenses de matériel jetable et consommable et 88% de ce coût correspond à la phase analytique, donc au séquençage. Le coût unitaire du DI 459 a été estimé à 1 503 € avec une part de dépenses de personnel un petit peu plus importante et un petit peu moins, une part un peu moins importante concernant le matériel jetable et consommable. Vous avez ici représenté le coût total du diagnostic par patient pour chacune des 3 stratégies pour 238 patients et je ne l'ai pas indiqué pour l'année 2018. Donc, comprenant le coût des analyses génétiques, le coût des examens complémentaires et confirmatoires. Donc, le coût de la stratégie de référence a été estimé à 834 €, 2267 pour la stratégie intégrant le DI 459 et 2184 € pour la stratégie intégrant l'exome. On voit que la part relative aux examens complémentaires et confirmatoires représente moins de 10% du coût total parce que la plus grande partie des patients n'ont en fait eu aucun d'examen d'imagerie ou de biologie complémentaire. Et par ailleurs, la différence était significative entre les 3 stratégies. Vous avez ici représenté les résultats de l'analyse coût-efficacité principale. Donc, on retrouve le coût moyen par patient. Donc, la stratégie qui intègre le DI 459 est la stratégie la plus coûteuse, suivie de celle intégrant l'exome, puis la référence. Concernant le rendement diagnostique, donc c'est la stratégie qui intègre le DI 459 qui est donc non seulement la plus coûteuse, mais également la plus efficace, avec un rendement diagnostique de 41,2%. La stratégie qui intègre l'exome a un rendement diagnostique de 31,9% et 21% pour la référence. La différence entre le 31,9 et le 41,2 est en fait liée à l'ACPA, parce que quand on garde le taux diagnostic de l'exome seul, on est à 29,8% et pour le DI 459 seul, on est à 26,5%. Le ratio coût-efficacité différentiel, donc l'ICER, associé à la stratégie intégrant le DI 459 et associé à la stratégie intégrant l'exome comparativement à la référence, était respectivement de 7 104 et 12 362 €. Et l'ICER associé à la stratégie intégrant le DI 459 comparativement à l'exome était de 897 €. Donc, cela veut dire que pour gagner un diagnostic positif supplémentaire grâce à la stratégie intégrant le DI 459 comparativement à la stratégie intégrant l'exome, il faudrait que les financeurs déboursent 897 €. Alors, on a réalisé plusieurs analyses de sensibilité. Je vous montre les plus significatives. La première a consisté à faire baisser le prix des réactifs et le prix de la flow cell, qui est la plaque sur laquelle sont fixés les fragments d'ADN, qui permet de faire circuler les réactifs et qui permet derrière de lire la séquence d'ADN. Donc, on voit la diminution du coût moyen par patient dans les 2 stratégies novatrices, avec une diminution qui est plus favorable d'ailleurs à l'exome, et un ICER qui passe à 2 740 €, donc qui est moins favorable à la stratégie intégrant le DI 459. Deuxième analyse, cette fois on a joué sur les réanalyses des patients négatifs. Donc on s'est appuyé en fait sur une méta-analyse de 2022 qui montrait que chez les patients négatifs
à l'exome, la réanalyse permettait de trouver 10% de positifs. Donc, on a intégré cette hypothèse dans l'étude. On a également répercuté la réanalyse sur le coût de la phase bioinformatique, de l'interprétation et des RCP. Donc, on a une augmentation du coût moyen par patient dans la stratégie qui intègre l'exome, une augmentation importante du rendement diagnostique qui frôle celui de la stratégie qui intègre le DI 459, on monte à 38%, et un ICER qui fond et qui est beaucoup plus favorable, cette fois, à la stratégie qui intègre l'exome. Dernière analyse, on a souhaité cumuler les deux premières, c'est-à-dire à la fois baisse des consommables et réanalyse, tout simplement parce que cela renvoie aux évolutions actuelles sur le plan technologique. Et on a un ICER qui est beaucoup plus défavorable à la stratégie qui intègre le DI 459 qui passe à 6 115 €. Donc, la discussion sur cette première partie de présentation, qui est la plus importante, je vous rassure, c'est qu'au moment de l'étude, c'était la première étude médico-économique en France sur l'exome, avec une analyse extrêmement détaillée du coût de l'exome et du DI 459 qui pourrait aider à la réflexion pour la fixation d'un tarif pour l'exome. La difficulté a surtout consisté et a résidé en la difficulté à recueillir les actes complémentaires et confirmatoires parce que les patients sont leurs propres témoins et qu'on n'a pas en fait des bras indépendants avec deux populations indépendantes. Et on a surtout des évolutions de données, des données très évolutives en termes de coûts et en termes de réanalyse. Enfin, on a des difficultés à se comparer avec la littérature internationale parce que soit les stratégies comparées ne sont pas les mêmes, soit les périmètres d'études ne sont pas les mêmes, soit les méthodes utilisées ne sont pas les mêmes, avec donc des différences en termes d'estimation de coûts. Donc, la conclusion sur cette analyse de DISEC, c'est qu'on a un DI 459, une stratégie qui intègre le DI 459 qui est plus coûteuse et plus efficace. On a des résultats qui sont en fait expliqués essentiellement par l'ACPA, qui sont très dépendants des potentielles réanalyses, des évolutions technologiques et du savoir. Donc, on a un ICER qui varie entre 154 et 6 115 €. Donc, les leçons à en tirer, c'est l'importance de mener des analyses de sensibilité bien ciblées. On a des résultats qui sont à prendre avec une grande précaution et qui sont désormais absolument à comparer avec les résultats. Donc, on a, nous, déjà obtenu sur le génome en trio et en solo dans le cadre de l'étude d'EFIDIAC dans laquelle je suis impliquée, qui est coordonnée par le professeur Hélène Dollfus et qui porte sur une population similaire sur le plan médico-économique à DISEC, puisqu'on a 196 patients avec une déficience intellectuelle. Alors, évidemment, je ne pouvais pas, en fait, aujourd'hui, vous présenter ces résultats médico-économiques parce qu'on a besoin de discuter ces résultats en interne au sein du comité scientifique. Je voulais juste, en 2 diapos, vous présenter les résultats du microcosting qu'on a réalisé sur le génome en solo et en trio et qui servira, je pense, de transition avec la présentation de Farah derrière. Parce qu'en fait, on a utilisé les grilles de DISEC pour DEFIDIAG, sachant que la plupart des acteurs ne changeaient pas, et notamment le CNRGH. Donc, je vous ai représenté ici de nouveau les résultats de DISEC, et vous avez ici les résultats de DEFIDIAG. Donc, le coût unitaire du génome en solo est estimé à 2 453 €, et le coût unitaire du génome en trio à 4 908 €, avec toujours une place très importante de la phase analytique, un petit peu moins importante par rapport à l'exome. Et quand on regarde les postes de dépenses, c'est assez intéressant. Les dépenses de personnel fondent. On était à 51% pour l'exome, on passe à 24% pour le génome en trio. Quand on regarde le matériel jetable et les consommables, au contraire, ce poste de dépense augmente. Il représente 46% pour le génome en trio du coût unitaire, ainsi que les dépenses d'équipement, tout simplement en raison du stockage. Et ici, c'était en raison en fait, du coût et du nombre de la flocelle. Donc voilà, les résultats médico-économiques sont à suivre et j'espère que j'aurai le plaisir de vous les présenter très prochainement. Je voulais évidemment remercier Christelle Thauvin, Hélène Dollfus et professeur Christine Binquet, qui est responsable du CIC de Dijon, pour leur soutien dans cette étude. Remercier des acteurs majeurs sans lesquels cette étude n'aurait pas été possible, le CIC, la DRCI du CHU de Dijon, le pôle clinique, le pôle de recherche clinique de l'INSERM, l'équipe GAD à Dijon, l'IGBMC à Strasbourg, le centre de calcul de l'UB, Imagine, le CNRGH, la chef de projet de Christelle de DEFIDIAC qui est Christelle Delmas. Et n'ayez pas peur, je vais juste faire défiler mes diapos. Remercier tous les centres qui ont participé. Vous voyez à quel point les centres sont impliqués à la fois dans DISEC et dans DEFIDIAG en France. Remercier les investigateurs de DISEC, que je ne citerai pas, le comité scientifique de DEFIDIAG,
les investigateurs de DEFIDIAG, les laboratoires de DEFIDIAG et tous les techniciens d'études cliniques sans lesquels ce type d'études ne serait en fait pas possible. Voilà, et je vous remercie pour votre attention en espérant ne pas avoir été trop rapide. Je suis à votre écoute pour toute question, en espérant pouvoir y répondre, évidemment. Merci beaucoup. Je propose de procéder comme précédemment et prendre d'abord des questions dans la salle. Je vois une main levée. Sophie Julia, généticienne à Toulouse. J'ai une question très pratico-pratique pour le quotidien. Est-ce que vous avez la possibilité de pondérer ces résultats par le paramètre du délai de rendu? Parce que ça, c'est quelque chose qui a un coût aussi humain et financier, pourquoi pas, parce que pendant ce temps, pour un panel, on a des délais de 3 mois. Pour l'exome, on va passer à beaucoup plus. Et les génomes sur Oragène, on est à plus d'1 an dans la déficience intellectuelle. Alors, la réponse va être très courte, non. Pas dans un critère d'efficience. Le critère d'efficience s'exprime vraiment là en coût par diagnostic positif supplémentaire posé. Les évaluations médico-économiques, elles rentrent dans un cadre extrêmement précis. Par contre, les délais, effectivement, quand je dis que je fais de l'interdisciplinarité, ça veut dire que pour moi, les données d'efficience souvent ne se suffisent pas à elles-mêmes. On parlera peut-être de l'interprétation de ces données ensuite. On a besoin d'avoir des éléments complémentaires, qu'ils soient économiques, qualitatifs ou également sur le plan organisationnel. Et les délais font partie, évidemment, des éléments très importants. Pour être très rapide, le protocole prévoyait un rendu des résultats du DI 459 et de l'exome en 9 mois. Dans les faits, on a eu des rendus parfois très courts et des délais parfois très longs. Je crois qu'on est allé jusqu'à au moins 12 ou 15 mois de rendu pour certains patients. Donc, une très grande hétérogénéité dans les délais dans le cadre de l'étude d'ISEC. Bonjour, Damien Saint-Laville, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais 2-3 questions. Si j'ai bien compris, l'ISEC a commencé en 2015, donc effectivement, sur les coûts, comment vous avez évalué l'évolution des coûts? Parce que vous l'avez dit, c'est très évolutif. En plus, on a du RIHN, ça va peut-être passer à la nomenclature, donc les coûts vont vraiment varier. La deuxième chose, il y a une stratégie avec ACPA, d'autres pas ACPA. Mais dans l'exome, est-ce qu'il y avait des pipelines d'interprétation des CNV? Est-ce que les CNV ont été pris en compte ou pas? Et quelles sont ces limites-là? Je vais rester avec cette question. Puis la dernière, c'était que j'ai été étonné, il me semble avoir entendu, vous avez dit que dans DEFIDIAG, on a 196 patients pour comparer avec DISEC. Il me semble qu'il y en a quand même beaucoup plus qui ont été inclus dans DEFIDIAG. Merci. Alors, il y a une question technique, je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre, professeur Salanville, pour être honnête, et je vais peut-être botter en touche sur celle-là, à moins que l'un de mes collaborateurs qui est en ligne, peut-être Charles Robert Viard, puisse répondre à la question. Alors, le CNRGH, quand on a écrit l'article sur le microcosting de l'exome, a bien insisté sur le fait qu'on était sur une photographie à un instant T, dans un cadre organisationnel extrêmement particulier qui est le CNRGH, qui ne correspond pas aux plateformes. Donc, évidemment, les données de 2018, ça ne peut pas être les données de 2023. Les analyses de sensibilité, elles sont faites pour ça, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte le plus possible les évolutions qui peuvent impacter le coût unitaire et donc derrière l'efficience, à savoir notamment la baisse des réactifs, potentiellement une diminution ou une augmentation du coût des gros matériels si on change de séquenceur, mais le changement de séquenceur implique évidemment des changements sans doute importants organisationnels en termes d'informatisation, d'automatisation de certaines tâches. Donc, l'analyse qu'on propose, c'est une analyse qui est évidemment limitée et c'est la raison pour laquelle je crois d'ailleurs que Julia Bonastre, au niveau de Sequoia, fait avec Jennifer Margier et l'ensemble de leur équipe sur Oragène un très gros travail pour avoir une estimation des coûts qui puisse être réactualisée au fil du temps et en fonction des évolutions technologiques. C'est vrai que dans DISEC, on s'est essayé à cette technique du microcosting avec un niveau de détail qui aujourd'hui, si je devais le refaire, je ne le referais pas. Tellement, le niveau de détail est tellement important, on est à 200 pages de fichiers de calcul, qu'il est extrêmement compliqué de prendre en compte toutes les modifications potentielles. Donc, retenez bien, c'est une photographie à un moment T et un instant T. Le CNV, je suis désolée, je pense que je vais
passer la question. Alors, juste, peut-être que je pourrais y répondre dans un second temps, mais je crains de pas être suffisamment compétente à ce niveau-là. Et sur les 496 patients, évidemment, en DEFIDIAC, ce n'est pas 196 patients, hein, c'est plus de 1000 patients, 1275, 3825 par an au total avec les patients. Mais l'étude médico-économique est nichée, en fait, dans DEFIDIAC et elle porte sur 196 patients n'ayant jamais été investigués. Il y a une réponse ici à Damien. Christelle Thauvin qui dit « Hello Damien ». Dans DISEC, parfait Christelle, merci. Il y avait un pipeline pour détecter les CNV dans l'exome basé sur XHMM. Donc, merci de la part de Damien. Donc on reprendra la discussion générale après la troisième présentation de Farah. Donc Farah Erdogan est pharmacienne de formation et économiste de la santé. Et elle réalise actuellement une thèse en économie de la santé qui porte sur l'évaluation économique des nouvelles techniques de séquençage haut débit en oncologie en France. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter nos premiers résultats de l'évaluation économique des nouvelles techniques de séquençage à très haut débit sur le laboratoire du plan France Médecine Génomique 2025. Je vais commencer par quelques éléments de contexte que vous connaissez certainement déjà très bien, juste pour dire qu'en 2016, le plan France Médecine Génomique a été lancé afin notamment d'intégrer dans le parcours de soins des patients le séquençage à très haut débit, à très haut débit dans le cas des laboratoires du plan. Et dans ce contexte, deux laboratoires de séquençage, Sequoia en Ile-de-France et Oragène en Auvergne-Rhône-Alpes, ont été retenus suite à l'appel d'offres du plan et mettent à disposition des cliniciens français 3 techniques de séquençage, le whole genome sequencing, le whole exome sequencing et le RNA-seq. Et ces deux laboratoires ont vocation à prendre en charge des patients atteints de cancer ou de maladies rares, dans le cadre maintenant de 70 préindications retenues par le plan. Les organisations pilotes proposées par les laboratoires font l'objet d'une évaluation économique au moyen du projet Sécogène, qui comporte 3 work packages. Donc le work package 1 s'intéresse à l'estimation des coûts de production des techniques de séquençage à très haut débit sur les laboratoires, avec un volet qui porte sur l'évaluation organisationnelle de ces laboratoires. Le deuxième work package a pour objectif de réaliser, d'évaluer l'impact sur le parcours de soins des patients, mais également d'évaluer des indicateurs de performance du séquençage via la mise en place de 2 cohortes prospectives, Samari pour les maladies rares et Sonko en oncologie. Et enfin, le troisième work package a pour objectif de réaliser des évaluations médico-économiques de ces techniques de séquençage à très haut débit avec le développement de modèles de tarification pour ces actes de séquençage. Donc le travail que je vous présente aujourd'hui s'inscrit dans celui du premier work package et avait pour objectif d'estimer finalement les coûts de production des techniques de séquençage à très haut débit sur les laboratoires du plan, en cancérologie et dans les maladies rares. Donc, afin de réaliser nos estimations, on a d'abord reconstitué le circuit de production des techniques sur les 2 laboratoires, ce qui nous a notamment permis de délimiter le périmètre d'évaluation des coûts, mais également de poser nos hypothèses. Ce qu'on peut dire, c'est que ce circuit, c'est un circuit multi-étapes qui débute par le prélèvement des patients lorsque l'indication d'un test de séquençage à très haut débit a été validée en consultation. À partir de ces prélèvements seront extraits et qualifiés l'ADN et l'ARN destinés à être séquencés. Et une fois le séquençage réalisé, les données brutes obtenues en sortie du séquenceur sont analysées par les équipes bioinformatiques, puis interprétées par les biologistes partenaires des laboratoires, et les résultats sont finalement formalisés par un compte-rendu qui sera ensuite discuté en consultation, et les patients pourront alors notamment se voir prescrire d'autres thérapies que celles pour lesquelles ils ne répondaient pas, ou potentiellement être orientés vers des essais cliniques adaptés à leurs résultats de séquençage. Il est important de préciser ici qu'il existe des différences organisationnelles entre les laboratoires, notamment sur l'étape de préparation des librairies et de séquençage qui était externalisée à Sequoia au moment de nos estimations. Pour Oragène, seule l'étape de maintenance bioinformatique est externalisée. Et enfin, quelques mots sur le type d'analyse réalisée sur ces laboratoires, puisqu'en cancérologie, les patients vont se voir prescrire plusieurs techniques de séquençage.
Le pattern ou la combinaison de techniques ciblées par les cliniciens étant celle où l'on va retrouver toutes les techniques de séquençage. Et pour les maladies rares, on va réaliser une seule technique, le whole genome sequencing constitutionnel, mais on distingue plusieurs types d'analyses. L'analyse classique étant l'analyse en whole genome trio, dans laquelle on va séquencer l'ADN du patient et de ses parents. Si maintenant on s'intéresse à notre méthode d'estimation des coûts, on a calculé un coût complet pour l'année 2021 qui inclut les frais généraux de structure qu'on appelle aussi overheads, avec un horizon temporel qui va s'étendre de la phase d'extraction jusqu'au rendu des résultats de séquençage. Finalement, les ressources prises en compte dans le calcul des coûts incluent les consommables, donc tout ce qui va être réactifs de laboratoire, les matériels de laboratoire jetables ou encore les kits de séquençage, le personnel, les équipements avec les équipements utilisés pour l'extraction et la préparation des librairies et les séquenceurs, les frais de transport et les overheads, et ces estimations ont vocation à être répétées périodiquement sur les 2 laboratoires. Finalement, nos estimations étaient réalisées en utilisant une approche mixte par un micro-costing bottom-up et gross costing top-down. Bon, ça fait un petit peu peur quand je le dis, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Sur l'approche en micro-costing bottom-up, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des observations détaillées des ressources en consommables et en équipements, hors ceux qui étaient inclus dans les prestations externalisées, qui étaient utilisés à chaque étape du circuit de séquençage. Et on a complété ces observations d'entretien avec notamment les techniciens des laboratoires. Et ces ressources ont ensuite été valorisées en utilisant les prix d'achat des consommables et des équipements et les contraintes de maintenance associées. Et on a une approche qui est plutôt fine à l'échelle d'un patient ou d'un échantillon. Pour ce qui est de l'étape de l'approche de gross costing top-down, finalement, on a ventilé les dépenses en personnel et en prestations externalisées à l'échelle des 2 laboratoires, en utilisant des clés de répartition qui étaient notamment fondées sur l'activité et le nombre d'échantillons séquencés. Et là, on a une approche agrégée à l'échelle des 2 laboratoires. Je vais maintenant vous présenter pour chaque laboratoire le coût total par échantillon et par technique pour les 2 indications, cancérologie et maladies rares. Si je commence par la cancérologie, on voit que le coût d'un whole génome tumoral à Sequoia s'élève à 2 912 € par échantillon, contre 2 656 € à Auragen. Pour le WES, on remarque que les coûts sont moins élevés, 1 619 € à Sequoia et 1 761 € à Auragen. Et finalement, pour le RNA-seq, les coûts s'élèvent à 1 566 € à Sequoia et 2 209 € à Auragen. Si on décompose maintenant ce coût par échantillon par étape, on remarque que l'étape de séquençage est l'étape la plus coûteuse du circuit de séquençage d'un whole genome tumoral, d'un WES à Sequoia et du RNA-seq à Auragen. Et pour le WES à Auragen et le RNA-seq à Sequoia, c'est finalement l'étape d'interprétation clinico-biologique qui représentera l'étape la plus coûteuse du circuit de séquençage. Maintenant, une décomposition du coût par échantillon, par composante ou poste de coût. Ce qu'on remarque ici, c'est que finalement, les consommables représentent la composante majoritaire du coût d'un whole genome tumoral sur les 2 laboratoires, alors que pour le WES, ce sera le personnel. Et pour le RNA-seq, on identifie des tendances inverses entre les laboratoires, puisque c'est le personnel qui drive le coût à Sequoia, alors que ce sont les consommables à Auragen. Même travail pour les maladies rares, avec un coût par échantillon pour le whole genome constitutionnel qui s'élève à 2 045 € à Sequoia et 1 817 € à Auragen. Et on remarque que, comme pour le whole genome tumoral en cancérologie, c'est l'étape de séquençage qui représente l'étape la plus coûteuse du circuit de séquençage. Même travail de décomposition du coût par échantillon, par composante ou poste de coût. Et on remarque que le personnel représente la composante majoritaire du coût d'un whole genome constitué à Sequoia, alors qu'il s'agit des consommables à Auragen. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que notre travail est le premier à réaliser des estimations du coût du whole genome en cancérologie et du RNA-seq en France, et s'inscrit dans la continuité des travaux antérieurs portant sur le coût du WES. Lorsqu'on compare les estimations entre les laboratoires, on identifie les mêmes tendances, exception faite pour le WES à Auragen et le RNA-seq à Sequoia.
à savoir que le séquençage représente l'étape la plus coûteuse du circuit de séquençage, et les consommables et le personnel représentent la composante majoritaire du coût. Et cette décomposition du coût par étape et composante de coût est également retrouvée dans la littérature, notamment dans les travaux récents de Schwartz et Hall, qui s'étaient intéressés au coût du whole génome en cancérologie et dans les maladies rares au Royaume-Uni, ou encore de Soiley et Hall, qui avaient réalisé des estimations du coût du WES dans la déficience intellectuelle en France. Quelques mots pour finir, pour dire que finalement ces estimations du coût de production des techniques de séquençage à très haut débit est un processus évolutif au cours du temps, et donc que nous réaliserons de nouvelles observations des laboratoires à la rentrée 2024, afin notamment de prendre en compte les changements organisationnels et les nouveaux investissements réalisés par les laboratoires, comme l'internalisation de la préparation des librairies et du séquençage à Sequoia, l'achat de nouveaux séquenceurs ou encore le passage au FFPE en cancérologie. Et finalement, à terme, dans une perspective de remboursement, ces données de coût devront être apportées à des données d'efficacité afin d'évaluer l'efficience des nouvelles techniques de séquençage à très haut débit en cancérologie et dans les maladies rares. Je vous remercie. Bonjour, Sandrine Marlin, clinicienne. J'ai peut-être pas trouvé l'information, mais pour l'évaluation du coût d'analyse, c'est l'évaluation du coût qui est estimée et payée, enfin redonnée à l'hôpital, ou c'est comment c'est évalué ça, l'interprétation, pardon. D'interprétation, ouais. Vous voulez dire, finalement, on a pris en compte le forfait qui est payé. C'est ça, le forfait. Ça, exactement. Donc que ça demande 2 heures ou 5 jours. Oui, on a eu cette discussion finalement de prendre en compte la variabilité du temps d'interprétation en fonction de la complexité des dossiers. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est en cours de discussion. Et pour l'instant, on a fait le choix de prendre en compte uniquement le forfait qui était reversé. Bonjour, Damien Saint-Laville, merci beaucoup pour cette présentation et ces résultats. J'ai 2 questions, peut-être une qui est technique, mais j'ai été étonné sur le coût du transcriptome entre Sequoia et Euragen. Est-ce que vous avez des pistes pour expliquer que ça? Et puis une deuxième qui est sûrement à la marge, où j'ai vu que les coûts de transport étaient plus importants sur Sequoia qu'Euragen, alors qu'Euragen dans les territoires et départements d'outre-mer qui ont des coûts quand même beaucoup plus importants. Pour la première question sur les coûts et les différences sur le RNA-seq, donc c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler pour l'instant. Les premières pistes qu'on a, c'est que finalement, sur Euragen, les puces ne sont pas séquencées à pleine capacité. Et donc finalement, on répartit le coût de la puce sur un plus petit nombre d'échantillons, donc on a un coût plus élevé que sur ceux de Sequoia, où finalement on utilise des puces utilisées à pleine capacité. C'est les premiers éléments qu'on a pour RNA-seq, on est en train de travailler dessus. Et pour le deuxième point, après, c'est peut-être les prestataires de transport. Sur celle-là, on n'a pas encore travaillé sur les différences de frais de transport, mais c'est peut-être les prestataires, effectivement, qui sont différents. Et donc, on n'a pas les mêmes marchés entre les 2 laboratoires. Bonjour, Dominique Stoppalionnet. Merci beaucoup pour ce travail, c'est très, très intéressant. J'ai une question sur l'interprétation entre le temps d'interprétation exome versus génome entier. Vous avez fait les différences ou vous êtes resté justement dans le coût c'est pareil. Pour l'instant, on a pris en compte uniquement le forfait d'interprétation. On travaille sur peut-être des études pour estimer les différences de temps d'interprétation en fonction à la fois de la technique, mais de la complexité aussi du dossier. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est resté sur le forfait qui était reversé pour l'interprétation. Est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur le fait, est-ce qu'il n'y a pas, pour le génome entier, une espèce d'exome in silico qui est réalisé dans l'interprétation? Guillaume Cogan, interne de génétique médicale à Paris. Est-ce que vous prévoyez de faire une analyse coût-rendement diagnostic et aussi coût-rendement diagnostic entre le génome et l'exome, c'est-à-dire regarder uniquement les variants introniques qui ont été trouvés en génome et qui n'auraient pas été trouvés en exome, et regarder si le rapport coût-rendement diagnostic est plus important avec le génome? Je ne sais pas si c'est... Pour l'instant, non, ce n'est pas quelque chose qu'on a prévu de faire. Nous, on s'intéresse, en tout cas pour mon travail et pour le travail qu'on réalise sur le Work Package 1, pour l'instant, on s'intéresse vraiment aux estimations des coûts des techniques, peu importe le rendement diagnostique, et qu'on réalisera de manière répétée sur les laboratoires. D'accord, donc ce n'est pas prévu pour dans l'instant, l'avenir. non. Okay.
peut-être avant de lancer la discussion générale, j'avais juste préparé un transparent, une figure que j'aime beaucoup et que je présente toujours à mes étudiants. Alors peut-être que vous connaissez ça par cœur, mais j'ai beau l'avoir vu 20 fois, je trouve toujours ça extraordinaire. C'est l'évolution du coût du séquençage du génome humain depuis 2000, les premiers, 2001-2002, jusqu'en 2020. Donc sur l'axe horizontal, vous avez le temps. Sur l'axe vertical, vous avez les montants en échelle logarithmique. Donc chaque fois qu'on monte d'un cran en autre, on multiplie le coût par 10. Et alors ce qui se trouve aussi sur le graphe, c'est la fameuse loi de Moore en électronique qui prédit une diminution des coûts de 50%. Donc les coûts divisés par 2 tous les 18 mois. Enfin, il y a plusieurs variantes. Donc dans un espace logarithmique, c'est une droite. Et donc vous voyez que de 2001 jusqu'à, 2007, les coûts décroissaient aussi vite que les coûts en matière d'électronique. Et depuis lors, c'est absolument extraordinaire, les innovations techniques. Vous voyez les coûts qui sont passés de 10 millions de dollars, grosso modo, en 2007. Et puis là, les dernières estimations que j'avais vues, c'était de l'ordre de 600 dollars pour séquencer le génome. Pendant longtemps, je ne sais pas pourquoi, ça a dû être remis à jour pas très fréquemment. Pendant longtemps, j'avais juste la version jusqu'à 2014. Donc si vous faites l'abstraction de ce qui se passe après, vous avez l'impression qu'on est arrivé plutôt à un plateau. Et puis là, j'ai réussi pour cette conférence à trouver une version plus mise à jour. Et je vois que 2016, il y a encore eu une chute, une innovation technologique. En tant qu'économiste, il n'y a pas beaucoup d'autres technologies que je connaisse. Le solaire, le coût de production à partir d'énergie solaire est quelque chose qui a beaucoup diminué, l'éolien aussi, mais pas dans ces niveaux-là. Donc c'est extraordinaire, mais pour moi ça pose un problème aussi pour les chercheurs. La recherche, ça prend du temps, il faut trouver les données, les exploiter. Et donc quand on a des données et on dit voilà, ça coûte autant, ça coûtait autant il y a 3 ans, en général, moi je suis très content de savoir ce que ça coûtait il y a 3 ans, mais dans ce domaine-ci, on peut se dire que si ça coûtait autant il y a 3 ans, peut-être que ça en coûte la moitié maintenant. Et d'ailleurs à ce sujet, j'avais une petite question. Quand vous regardez les coûts, en fait, grosso modo, vous prenez les coûts totaux et puis vous divisez par le nombre d'actes. Donc vous avez un espèce de coût moyen, mais vous ne faites pas la différence, il me semble, entre les coûts qui sont des coûts fixes et des coûts variables. Par exemple, on a les coûts des machines, et donc ce que j'ai cru comprendre, c'est que si les machines, de toute façon, ne sont pas utilisées à plein, faire des tests en plus, on ne doit pas acheter une nouvelle machine, donc de toute façon, les coûts marginaux vont être encore plus faibles que les coûts que vous mentionnez. Donc les coûts moyens, c'est super pour la tarification, mais si on veut se dire quel est le coût pour la société d'augmenter encore le nombre de tests, je pense que ce que vous avez, c'est plutôt une borne supérieure. Le coût marginal, probablement, est encore plus faible, pardon. Mais je ne sais pas si c'est d'accord avec cette interprétation. Dans un objectif de remboursement de ces techniques-là, on a fait le choix de calculer un coût moyen. C'est vrai que pour mesurer l'impact sur la société, il faudrait peut-être, notamment c'est ce qu'on disait en cancérologie, calculer un coût marginal par combinaison ou pattern de techniques, mais c'est vrai que pour l'instant, dans un objectif de remboursement, c'est des coûts moyens effectivement qu'on a calculés. Merci, donc j'ouvre la discussion à l'ensemble de la salle. Si vous avez des questions plus générales, il y en a là. Oui, merci beaucoup pour vos présentations. Alors, je ne suis absolument pas économiste et je vais bien évidemment poser une question complètement naïve. Quand je regarde cette courbe, je me dis c'est formidable pour les utilisateurs finaux, bien sûr, en termes de coûts, mais finalement, est-ce que ça n'a pas un impact négatif sur l'innovation ? Est-ce que le fait que ça ne génère pas, ou ça génère peut-être moins de bénéfices, c'est-à-dire si le coût dégraisse, on imagine qu'il y a moins d'argent disponible pour l'innovation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est observé par ailleurs ou pas ? Est-ce que ma question est claire ? Vous avez l'air sceptique, c'est pour ça. Oui, parce que généralement, la baisse de coût, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire... J'ai commencé par ça. Mais l'innovation pour qui ? Peut-être pour les... Pour ceux qui développent, en fait. Pour ceux qui développent, peut-être qu'effectivement, ils ont moins d'incitation à développer encore de nouvelles technologies. Mais voilà, donc c'était ça ma question. C'est pour ça, on est dans un environnement concurrentiel, et donc même des entreprises, même si ça ne coûte que 600, et si vous êtes une entreprise et vous faites de la recherche et vous divisez le coût à 300, vous allez quand même pouvoir faire... voilà, si on vous rembourse 600 le coût du test parce que c'était le coût jusqu'à présent et que vous arrivez à le diminuer, vous allez quand même réussir à vous mettre dans la poche la différence de prix. Donc les différences de prix ne se traduisent plus en millions de dollars, elles sont maintenant en dizaines ou centaines de dollars, mais résiduellement, je pense que ça continue à donner des incitations à faire de la recherche. Et puis surtout, il y a une demande qui est potentiellement multipliée par 10, par 100
derrière. Plutôt que d'avoir un génome qui nous a coûté $1 milliard, on peut avoir potentiellement 1 million plus de génomes qui vont chacun nous coûter $600. Je suis content, moi qui connais rien au sujet. Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup pour les présentations. David Geneviève, je suis généticien clinicien à Montpellier. J'avais une question concernant, dans ces études médico-économiques, est-ce que vous avez mis en rapport la production du génome et l'utilisation des médicaments qui ont un coût dans le cancer qui est largement supérieur au génome? Et en particulier, est-ce que ces examens génétiques augmentent l'utilisation des traitements, et est-ce que, du fait des survies de plus en plus prolongées avec ces traitements, est-ce que finalement on ne se retrouve pas avec des coûts pharaoniques par rapport aux quelques milliers d'euros que représente le séquençage de génome? Ce serait l'objectif de la suite de nos travaux, puisque là on a fourni une estimation des coûts, mais à terme ce serait évidemment de les mettre en regard de leur efficacité, et notamment sur potentiellement le nombre de patients qu'on va orienter vers une thérapie ciblée. Donc là c'est la première étape, on va dire qu'on a posé les bases pour savoir combien ça coûte de réaliser un whole génome, un whole exome, un RNA sec. On reproduira de nouvelles estimations, et évidemment il faudra mettre ces estimations de coûts au regard de leur efficacité, en choisissant potentiellement comme critère d'efficacité le nombre de patients orientés vers un traitement adapté, une thérapie ciblée. Oui, oui. De nouveau, Damien Saint-Laville, merci pour effectivement, vous aviez dit on peut optimiser en termes de séquençage, vous avez montré la décroissance, et effectivement les nouveaux séquenceurs, des nouveaux puces, etc., permettent de séquencer encore plus et peut-être même plus vite. Mais la remarque que je voulais faire, c'est que derrière, il va falloir des personnes compétentes pour interpréter et des cliniciens pour rendre. Et est-ce que ça, justement, comment on peut intégrer ça dans ce modèle-là? C'est-à-dire qu'il y a la formation des personnes qui ont un coût, et puis il y a trouver des personnes qui puissent avoir des plages disponibles pour les patients. Donc je ne sais pas comment on intègre ça dans ces modèles-là, qui sont c'est très intéressant pour nous, et ça montre qu'il y a un intérêt en termes diagnostiques et aussi en termes de coûts de production, mais comment on l'intègre dans le système global? À ce sujet, j'ai été assez surpris. J'ai participé à 2 conférences de santé dans les semaines qui précédaient. Et il y a un mot qui était présent dans une phrase sur 2 et que je n'ai entendu qu'une seule fois aujourd'hui, c'est intelligence artificielle. Parce que justement, beaucoup de gens disent que l'intelligence artificielle va aider, si elle est complémentaire à l'être humain, va permettre de faire un tas de boulot que l'être humain ne peut pas faire, et va isoler des choses. Après, ça ne va pas remplacer l'être humain, qui évidemment doit toujours vérifier, parce qu'il y a pour l'instant beaucoup d'hallucinations, encore plus que dans les copies de mes étudiants, c'est dire. Et après, il faut évidemment l'être humain pour donner l'information à la personne, la faire comprendre, etc. Donc voilà, je pense que effectivement, c'est très complémentaire à ces baisses de coûts. Et si on veut utiliser un maximum tout le potentiel de bien-être économique qui est généré par ces baisses de coûts, il va falloir être inventif aussi au niveau de l'interprétation et développer l'IA. Il y a des remarques et questions en ligne. Il y a d'abord une remarque qui est émise par Julia Bonastre qui dit « Attention avec l'environnement concurrentiel, les produits ne sont pas homogènes et des enjeux de qualité d'une plateforme à l'autre. » Dont acte. Et, on a besoin de régulateurs, comme pour beaucoup de choses. Oui. La question suivante vient de Audrey Coiffic, qui dit « Est-ce que les coûts de validation des pipelines ou d'accréditation des laboratoires sont inclus ?» Alors, dans les coûts, est-ce qu'elle parle des coûts de bioinformatique quand elle parle des coûts de validation des pipelines et de... Je ne peux pas en dire plus. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Oui, parce qu'on a pris en compte à la fois... Alors, dans le coût de bioinformatique, on a pris en compte les coûts classiques de stockage, d'analyse et de personnel, mais on a pris en compte aussi le temps de personnel pour la réalisation et la validation des pipelines, oui. Moi, j'ai des questions, j'en ai 2. Une que je vais poser en français, et qui est très franco-française, disons, et une que je poserai en anglais parce que ça a rapport avec le topo de Lene. Ma question, c'est, on pourra en rediscuter, mais comme c'est pour l'économie, je la pose maintenant, par rapport aux données incidentes, qui ne pouvaient pas être rendues aux patients, donc qui n'étaient pas regardées jusqu'à la révision de la loi de bioéthique, et puis bon, ça va rentrer en application maintenant.
Et suite donc aux modifications notamment d'un article du Code civil, on a la possibilité de faire ça. Alors ça va avoir des conséquences en termes de peut-être longueur du consentement pour expliquer toute la partie données incidentes aux patients et aux familles, et également au niveau des rendus de résultats et des analyses qu'il faut prendre en compte. Donc ma question, c'est cette modification de la loi, est-ce qu'on a eu l'idée ou calculé son coût économique? J'ai pas de réponse, c'est pour ça que j'ai mis Catherine sur le grand écran, peut-être qu'elle a une réponse. Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. Et puis, la notion de coût économique, vous entendez les conséquences que ça peut avoir en termes de temps passé au moment de l'information, au moment du rendu, de l'interprétation éventuelle. Donc, ça nécessiterait sans doute, pour cela, il faut avoir des données de toute manière pour pouvoir refaire une estimation spécifique. Et derrière, j'allais dire, une notion de prudence, c'est-à-dire que l'estimation des coûts, de manière générale, doit pouvoir s'inscrire dans une véritable stratégie de politique de santé et de décision publique. Et donc, au regard de l'énorme travail que représentent les travaux de micro-costing ou de cross-costing qu'on a pu réaliser ou que FARA a réalisé, la question de pourquoi on calcule des coûts, me semble-t-il, doit être posée. Mais pour répondre à votre question, non, c'est pas du tout prévu pour l'instant. Donc, Éléonore Viora-Dupont, je peux répondre en partie à votre question parce que dans le projet FIND, donc le premier projet qu'on a fait à la FHU, il y avait une partie alors économique, mais sur le côté plus organisationnel des choses, où on est allé voir effectivement combien de temps ça prenait en plus aux biologistes d'aller interpréter les données secondaires. Donc on n'est pas sur les données incidentes, mais en tout cas on a des éléments pour étudier cette question sur le volet données secondaires. Donc on est en train de finaliser nos analyses sur ce point-là. Donc il y a normalement un article qui sort d'ici la fin de l'année pour répondre à ces questions-là. My question in English. Lene, in your presentation, you presented your dream and the hope that there could be a standardized model with all the parameters that could be used everywhere. I think this is just unrealistic. So do you really think that with our differences in the health systems, how they are organized in the different countries with regional, national, lander, we can really have a model that could be applicable everywhere? No, but I think we can have a model that can be adapted to the national or regional and also the specific disease case settings. So I think we can have one standardized model that can have different parameters that can be adapted every time. Because I think it's really important that we calculate this in the same way. I mean, we heard, for example, if the accreditation of the pipelines were included or not. I mean, there's so many different parameters that people tend to include sometimes and sometimes not. So I think if we have it has to be a huge model with a lot of things that you have to kind of fill out or adapt or whatever we should call it. But I think it could be extremely useful if we pool all the research projects and all the models that we have now and kind of try to make one standardized model where you just have to adapt or answer a lot of questions in every kind of point you have to fill in, and then you will do it the same way, and you will always make sure that you actually kind of included the accreditations, etc., etc. So I think it's doable, but it's not. Of course, it's not one simple model. Maybe the researchers have another opinion. It's not an opinion, it's another question for you. Seen from an economist. So what you have produced is some wonderful thing which we call a public good, because actually you have data sitting over there, and my using of the data does not prevent you from using the data, and you. We can use it as many times as we can.
So in economics, when we have a public good, we try to use it as much as we can. So what would be nice would have, I wouldn't call it open access, but a procedure that allows as many people as possible to access it. So I understand from your presentation that actually you need to be a part of a research group. The PI needs to be sitting in a Danish university or whatever. So does this mean that if I get some grant from the European Research Council or the Agence Nationale de la Recherche in France, I can put together with my colleagues in Toulouse a project, and then I find some friend or co-author or colleague in Denmark, and we can access the data? Okay, so that's great. And then if you should charge for it. I don't know if you charge it, but you should charge for this, because there is no reason why the taxpayer from Denmark should be the only one to be charged for this, because this will have benefit for humanity. And so if you don't have enough money, just charge for it. So first of all, access to the data is income covered. So so everyone who accesses the data, they pay for the compute and the storage they use. So the data, it's not, you don't pay for the data, but you pay for the storage and the compute you use at the infrastructure. And the reason why you have to work with the Danish PI is because we need to have some kind of, let's call it insurance, exactly due to all these ethical things that we've been discussing here. We need to make sure that we can kind of punish you, so to say, if you abuse the data or if you publish something that you're not allowed to publish. So we have a lot of security things that we check, but even, I mean, you might take a screenshot and, you know, publish the data of the Danish Prime Minister or whatever. So we really need to make sure that we have ways to punish you. I think with the European Union, at some point, this will most likely change, and all European research institutions will have the same opportunities. And the reason why it has to be a research institution, an authorized research environment, we call it, that access the data and take responsibility is exactly for the trust of the citizens and the patients. We want to make sure that they trust that this is only used for research, and when it's commercialized and we don't just sell it, then they don't want to give the data, but they are completely fine with data being used for research done together with private companies that develop new personalized medicine. Frédéric Novak, je vais faire un ricochet de questions. Est-ce que tu peux expliquer en France comment ça se passe, l'accès aux données? Est-ce que ça doit être un PI français? Est-ce que, voilà, en matière de recherche, hein, pour faire le parallèle. Alors, en France, on était parti sur une ouverture plus complète, sauf que c'est en progressif, et dans l'état actuel du CAD avec les contraintes du RGPD, et je parle sous le contrôle de Cécile, ça restreint l'accès. Avec les ouvertures qu'on a actuellement, en gros, c'est des équipes françaises ou européennes et pas plus loin. Et ensuite, les garde-fous qu'on avait mis, c'était à l'heure actuelle pas de partir sur un projet ancré avec une équipe française. On était parti plutôt sur une ouverture large. Super, mais je pense qu'on a respecté le timing, on a une session intéressante. Je remercie encore une fois les 3 personnes qui ont présenté, y compris Catherine à distance, et je pense qu'il y a peut-être du café qui nous attend à côté. Merci beaucoup.